Diplômé de la section géographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, où il a obtenu une maîtrise en aménagement du territoire et gestion de l'espace en 2004, il a ensuite réussi un diplôme d'études supérieures DSS en gestion et production de données géospatiales à Frigis au campus Obafemi Awolowo, Université de Nigeria, validé en 2007. Un certificat d'approche par les compétences en photogrammétrie, télédétection en modèle numérique de terrain au CEGET, au campus de l'Université Laval au Québec pour le ministère de la formation professionnelle du Sénégal. La JICA, agence japonaise de coopération internationale, lui a aussi permis de réaliser un cours de 50 modules en gestion des déchets solides et assimilés pour le ministère de la gouvernance territoriale du Sénégal. En février 2019, avec son associé Renaud Mendy, ils ont pu lancer le cabinet international d'ingénierie globale africaine, une société à responsable limité du groupe Téléphase. Il s'appelle Khalifa Ababakar Sarr, notre invité de l'interview de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Question Verte. Bonjour Malik. Ravi de vous avoir dans Question Verte. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. On est ensemble. Bienvenue au groupe Téléphase. Merci beaucoup. On est précisément sur Anne-Marie, une des zones résidentielles de Dakar. Connaissez-vous bien ce quartier? Oui, on peut dire qu'on connaît très bien ce quartier parce que voilà 5 ans que nous y sommes établis et nous essayons de nous acclimater par rapport aux habitants et aux autres passants. Exactement. Et quelle est sa particularité par rapport aux autres quartiers de Dakar? On pourrait dire que Anne-Marie fait partie des zones assez calmes qui favorisent un professionnalisme avéré. On est devant IGA, devant le groupe Téléphase, ouais. Téléphase, donc voilà. Avant de parler sur la gestion des déchets solides, on va effectuer un tour. Oui, on va essayer d'effectuer un tour pour rencontrer les acteurs qui composent le groupe Téléphase. Exactement. Parmi eux, il y a l'entreprise GMN Web, dirigée par notre frère Jean-Michel Ngom. Il est dans quoi exactement? Lui, il est dans l'assistance informatique et aussi l'industrie informatique, comme j'ai dit. Toutes les couches du développement informatique sont là. La gestion électronique des documents, voilà, la maintenance et tout, et la réparation, tout ce que vous imaginez en informatique, avec le temps de l'intelligence artificielle. Exactement. Et là, je vois quelqu'un dans son... Oui, ça c'est Mohamed Moustapha Diallo. Vous êtes dans quoi exactement? Il est dans quoi? Lui, il est dans le domaine de la fibre optique, la cartographie de la fibre optique, la cartographie appliquée, comme je l'ai dit à l'entame. Voilà, ici on a notre collègue Baba Ndiaye. Baba, lui aussi, il est à Téléphase et travaille dans voilà, la compétence fibre optique, cartographie appliquée. Alors, quels sont les types de matériel et d'équipements mis en vente ici? Oui, c'est pour notre troisième pôle vente. Nous commercialisons les GPS différentiels, les GPS de poche, les drones et aussi effectivement tout ce qui touche les imageries satellitales par exemple, tout ce qui touche à l'industrie du géospatial. Voilà, c'est ça. Donc bienvenue à IGA. Ici c'est le bureau IGA où on a nos collaborateurs en intérieur. Comment présentez-vous IGA? IGA est un cabinet d'expertise international qui travaille principalement sur plusieurs axes, notamment l'assistance en maîtrise d'ouvrage, la formation et le pôle business. Quels sont vos domaines d'intervention? Nos domaines d'intervention sont assez larges. Aujourd'hui, nous travaillons sur les villes nouvelles, comme on dit, le Open City Africa. Nous travaillons aussi sur les sciences environnementales, mais tout est articulé au sein des plateformes que nous développons avec les systèmes d'information géographique, connus sur les réseaux distribués en réalité. Quels sont les genres de services que vous proposez à vos clients? Bon, nous proposons des services de prestations intellectuelles, comme la consultance. Nous proposons effectivement également de la formation en continu et la formation courte durée. Et nous proposons également aussi des missions pour le public, le privé, c'est les partenaires spéciaux. En tout cas, je vous rappelle, en tant que professeur, vous dispensez des cours dans des universités publiques comme dans les écoles de formation professionnelle. Tout à fait. Donc, comment arrivez-vous à gérer vos cours et les activités du cabinet?
Bon, c'est très facile parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la recherche-action. Nous faisons l'entreprise, l'université ou entreprise, formation professionnelle. Pour avoir débuté au niveau du ministère de la formation professionnelle avec l'éducation pour l'emploi, l'approche par compétences, nous savons que tout ce qu'on peut faire comme projet en entreprise peut être redistribué vers les amphithéâtres pour partager avec les étudiants. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin de parler d'une manière juste théorique, mais on doit allier la théorie et la pratique. Voilà. Vous avez eu l'opportunité en tout cas de collaborer avec l'UCG, l'unité de coordination pour la gestion des déchets solides, qui est déjà sa base aussi au Sénégal. Donc comment c'est venu votre collaboration? Oui, l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, qui appartient au ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Développement urbain. En réalité, c'est une unité, un programme de l'État, comme la Géroute, comme d'autres programmes de l'État, mais c'est une école de la vie. L'UCG encadre aujourd'hui plus de 5000 personnes. Et récemment, même avec l'emploi des jeunes, le coordinateur a signé beaucoup de conventions, de contrats avec des jeunes à travers les CRD organisés ou bien les rencontres ministérielles organisées dans les régions. Mais l'UCG m'a déjà employé de 2015 à 2019-2020, plus de 5 ans. Pourquoi j'ai dit que c'est une école de la vie? On y apprend, on y gagne plus qu'on en donne peut-être. C'est là où j'ai connu le déchet en réalité. Le déchet qui nous a valu une compréhension autre, comme le 3R, la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets. Aujourd'hui, les déchets participent à la production de la matière première pour développer nos pays. Mais l'UCG, si j'en reviens, effectivement est établi dans les années 2011-2012 avec le décret qu'il a institué. C'était même au niveau du ministère de la Culture et du cadre de vie. Après, cette unité a migré vers le ministère des collectivités locales, la gouvernance territoriale. Et aujourd'hui, l'UCG est basé au ministère de l'Urbanisme, au sein même de la direction de l'hygiène publique. Donc je crois que mon arrivée là-bas coïncidait avec mon déplacement du ministère de la formation professionnelle au ministère de la gouvernance territoriale pour un peu digitaliser, rendre visible, intelligible les bases de données du plan stratégique de gestion des déchets. Aujourd'hui, on a une cartographie globale au niveau de l'UCG sur le domaine précité. Exactement. En tout cas, ces déchets que nous-mêmes nous produisons représentent actuellement un réel danger pour l'environnement et pour la population. Donc c'est ce dont nous allons parler tout à l'heure. Si ce n'est pas bien organisé, bien sûr. Ça peut être un danger, mais ça peut être un atout. Merci beaucoup. Vous restez l'invité de ce numéro 0 de Questions Vertes pour nous parler sur la gestion des déchets solides au Sénégal. On va juste rester sur la forme des choses. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise les ordures ménagères au Sénégal? Oui, les déchets domestiques assimilés aux déchets municipaux que l'on connaît ou bien communément appelés les ordures ménagères sont caractérisés souvent par la gestion assez anarchique de la matière, des maisons vers les sites de décharge. Le Sénégal qui compte aujourd'hui 83 décharges, peu de décharges sont réglementées. Mais ce qui caractérise énormément la gestion des déchets au Sénégal, c'est seulement aussi parfois un manque de volonté politique. Si je le dis, c'est à la base. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Sénégal zéro déchet, mais il faut normer les actions. On ne peut pas quand même dire qu'on veut également gérer des déchets sans pour autant former les gens. Quand même, il y a un début de solution. Dans certaines écoles de formation professionnelle et dans certaines universités, des masters intégrés en gestion de l'environnement mettre des modules ou bien des enseignements dans la gestion des déchets. Mais si on ne forme pas les populations, parce que même au niveau de l'École nationale des sciences agronomiques, les écoles d'ingénierie en agronomie, etc., il faudrait que les déchets puissent jouer leur place parce qu'il y a ce qu'on appelle la filière valorisation agricole, il y a la filière valorisation énergétique et tout ceci rentre dans la bonne gestion des déchets. La bonne gestion des déchets, ce n'est pas seulement le fait de rendre propre sa maison ou bien rendre propre sa chambre, mais aussi c'est de faire tourner les déchets avec la chaîne de valorisation. Il y a une chaîne de valorisation de la conception à la réalisation, de la production à aussi la transformation des déchets. Je crois qu'effectivement, c'est là où se situe le challenge. Quelles sont les réelles problématiques rencontrées lors du traitement de ces déchets? Bon, les réels problèmes sont relativement autour des 3 R
la réduction, la réutilisation et le recyclage. Aujourd'hui, quand on parle de réduction des déchets, ce n'est pas comme on dit en Wolof Tornitouri. Ce n'est pas seulement déplacer le déchet de la maison ou bien de la municipalité vers une décharge comme Bobos ici à Dakar. Aujourd'hui, si on a 2071 dépôts sauvages sur l'ensemble du Sénégal, c'est parce qu'il y en a qui sortent les déchets et qui les amènent à la rue. Et aujourd'hui aussi, nous qui fréquentons les routes ou bien qui avons des véhicules, etc., nous pouvons jeter les déchets à tort et à travers. Mais la vraie régularité, c'est d'aller vers quand même un changement des comportements. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans des interviews avec d'autres médias de la place ou autres, mais effectivement, les changements de comportement devraient nous pousser et aussi aller aider le gouvernement ou bien les collectivités territoriales à demander aux gens d'avoir du marketing social, de la mobilisation sociale pour que l'éducation environnementale soit une réalité. Mais il y a aussi une préparation de la société à faire du marketing territorial. Parce que dans nos types de territoires, il faut qu'il y ait des espaces dédiés. Comme on a des espaces verts, il faut qu'il y ait des espaces dédiés au centre de transfert et de tri, au centre d'enfouissement technique, au centre de regroupement et de valorisation des déchets. Et c'est là au fait, où on a un réel atout à développer avec nos communautés. Pensez-vous que la municipalité a un rôle à jouer dans la gestion des déchets solides au Sénégal? Les municipalités doivent prôner ce qu'on appelle l'éco-responsabilité, l'éco-citoyenneté, mais l'éco-geste. C'est-à-dire avertir les personnes des dangers qui résident dans une mauvaise gestion des déchets. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez des municipalités comme Gueule Tapée Fass Colobane, des municipalités comme Derklé, où le canal 4 traverse et qu'on mette même des moutons morts autres là dans les canaux, ça pose problème. Ceci relève de l'ordre même de l'insalubrité et effectivement des microbes qui peuvent se propager. Parce que les déchets mal entretenus créent ce qu'on appelle la pourriture, qui débouche sur des microbes. Et effectivement, les enfants qui jouent, la cohabitation du déchet avec les maisons, tout ça peut avoir un retour. Et au-delà des déchets municipaux, en leur sein, il y a ce qu'on appelle les déchets biomédicaux. Quand on prend les postes de santé établis au Sénégal, on n'a que des déchets qui sortent peut-être des soins de santé des populations. Moi, dans mes cours, souvent, je divulgue le cours de déchets biomédicaux, où il y a même des déchets issus des départements de maladies infectieuses, ce qu'on appelle les DASRI, les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Donc je crois qu'effectivement, tout est mêlé dans une municipalité. Une municipalité a un centre de santé, une municipalité a des déchets qui sortent du cadre chimique. Il y a des déchets électroniques et électrotechniques, électriques je veux dire, comme les ampoules grillées, etc. Tout ça émane quand même d'une bonne gestion des déchets solides. Aujourd'hui, la responsabilité donc des municipalités, c'est d'éduquer les populations, de les sensibiliser, d'aller vers une éco-citoyenneté, d'avoir quand même la marque dans certains pays anglais comme le Nigeria, garder le milieu propre, keep the air clean, ou bien d'autres messages comme ça, pour quand même drainer un changement des comportements. Je suis tombé lors de mes recherches sur une citation d'un récupérateur de Mbobos disant que, je cite, « Vous ne voyez que des ordures, nous voyons un trésor ». Et ma question revient à celle-ci. Est-ce un enjeu d'un développement durable, la gestion des déchets solides en Afrique? Oui, mais c'est un enjeu réel. Aujourd'hui, moi j'ai accompagné un projet des Autrichiens sur Waste to Energy. Aujourd'hui, avec l'incinération réglementée, la co-incinération dans certains pays, parce que ici, on le dit même dans le CDN du ministère de l'Environnement, on va vous dire que l'incinération est interdite. Enfouir les déchets aussi souvent, c'est interdit avec la nappe phréatique. Mais c'est de l'ordure. L'ordure ménagère aujourd'hui, si c'est bien géré, si c'est bien réglementé dans nos collectivités, ça peut générer d'autres ressources, que ce soit l'engrais, que ce soit le biogaz pour renforcer les foyers dans leur consommation du combustible. Mais aujourd'hui aussi, les déchets, de leur retour de recyclage, de leur retour de réutilisation, on peut quand même créer d'autres richesses comme les meubles, comme le pavage, etc. Donc je crois qu'avec tous les habitants du monde, les fonds verts sont destinés quand même à pousser les populations vers une prise en charge respectable de ces déchets pour aboutir à de la richesse. Quelles sont les opportunités à saisir? Dans la chaîne, dans la vaste chaîne de la gestion des déchets, oui, la jeunesse a sa place à jouer parce que les jeunes aussi sont des maillons
de la vie communautaire. Donc on ne peut pas aujourd'hui quand même dire que ça génère seulement des emplois et des emplois intermédiaires. Ce n'est pas seulement le pavage, mais l'industrialisation du déchet. Le déchet aussi, ne l'oublions pas, sort quand même une grande chaîne d'industrialisation. Effectivement, de la conception à la réalisation des plans stratégiques de déchets. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'usine Waste to Energy. Aujourd'hui, à Touba, si on promeut avec le centre intégré de valorisation des déchets, beaucoup de points de regroupement normalisés qui reversent leurs déchets triés dans ces centres peuvent générer aussi de l'énergie. Aujourd'hui, ça peut aider à climatiser des espaces publics. Le déchet aussi peut aider à construire de l'engrais, à remettre dans l'irrigation, dans les chaînes de drainage de l'irrigation. Aujourd'hui aussi, on peut avoir beaucoup d'engrais chimiques, au lieu de chimiques, le bio-engrais. Et si vous visitez un centre de traitement des déchets comme celui de Diembereng, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et les bouteilles qu'on consomme ici dans les restaurants ou autres peuvent réemployer dans le système de chaîne de valorisation des déchets. Quels sont les défis à relever? Non, les défis sont environnementaux, sont mondiaux même. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère des changements climatiques, de ce qu'on appelle les économies vertes, l'économie circulaire, on doit quand même s'attendre à d'autres perceptions. Parce qu'au Sénégal, on percevait seulement le déchet comme une insanité. En réalité, on voyait le déchet comme autombalit. Quand celui qui travaillait dans les déchets était vu lui-même comme un déchet. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des ingénieurs polytechniciens, il y a des ingénieurs de haute renommée qui peuvent se taper des salaires jusqu'à 2 millions dans les déchets, c'est parce qu'il y a de l'infrastructure qui est promue. Effectivement, qui est en train de sortir de terre. Parce que même si vous prenez le cas de l'UCG, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la coopération espagnole, la coopération européenne, il y a ces bailleurs-là qui accompagnent l'initiative jusqu'à 200 milliards sur un temps de 10 ans. Et ça, c'est de l'investissement pur et dur. Ça doit pousser les collectivités, parce que même il y a les relais, les points d'apport volontaires de déchets que vous voyez dans les communes. Si vous ratez le véhicule le matin, vous pouvez vous rattraper sur le point de regroupement normalisé. Donc je crois que c'est des infrastructures qui commencent à voir le jour et qui peuvent aider au tri des déchets et de la valorisation. Et quelles sont les perspectives? Les perspectives, je crois que c'est dans le durable, dans les objectifs du développement durable que vous connaissez. Les perspectives, c'est quand même amener les populations de nos pays à générer des écoquartiers, à faire de l'économie verte, à faire aussi de l'utilisation des fonds verts pour générer aussi un meilleur cadre de vie pour nos populations à venir. Et former aussi toutes les populations du monde à incarner l'éco-geste et l'éco-responsabilité. On est arrivé à terme de cette émission. Êtes-vous prêt à répondre à notre question verte? Je suis bien prêt. D'après vous, comment définissez-vous une énergie renouvelable? Bon, les énergies renouvelables, c'est un peu le circuit des matières premières des déchets. Par exemple, tout ce qui est produit rentre dans un cycle de reprise. C'est pourquoi on parle aujourd'hui beaucoup de l'économie circulaire. Parce que les déchets circulent. Ce qu'on a produit comme déchets peuvent servir ailleurs comme une ressource. Même si vous prenez les feux guidjaï commercialisés chez nous, mais c'est des déchets ailleurs. Donc c'est un cycle infernal de reprise de la matière. C'est pourquoi on parle souvent des 3 R dans l'énergie renouvelable. C'est le reduce, le reuse et le recycle en anglais. La réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets. Rien ne se perd, tout se transforme et s'accumule comme richesse. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation.